Notre projet, c'est de construire l'Europe comme une puissance capable de se défendre elle-même, c'est-à-dire d'assurer sa propre sécurité, une puissance sociale capable de lutter contre la vie chère et de redistribuer l'argent des plus riches vers ceux qui en ont le plus besoin, et une puissance écologique qui va mener à bien la révolution énergétique. C'est ça l'Europe qu'on décide, c'est-à-dire une puissance géopolitique et pas simplement une puissance de marché. Moi, je fais campagne sans cibler les autres listes de gauche. Je veux juste exposer mon projet pour l'Europe. Mais évidemment, comme on monte, comme on a la dynamique, eh bien, on est la cible à la fois de l'AFI et parfois même des Verts. Mais ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'enjeu des élections européennes. Et nous sommes la seule liste de gauche qui peut devenir dominante au Parlement européen. Si vous voulez de la solidarité, si vous voulez la transformation écologique, nous sommes les seuls à pouvoir le faire avec le groupe socialiste et démocrate. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième force du Parlement européen derrière la droite. Et cette fois-ci, nous pouvons prendre la tête de la Commission européenne. Et ce n'est pas la même chose si vous avez quelqu'un comme Barroso à la tête de la Commission européenne avec l'esprit de Goldman Sachs et du libre-échange généralisé, ou quelqu'un comme Jacques Delors qui apporte l'esprit de la CFDT et une conscience sociale. Donc en fait, l'enjeu principal de ces élections européennes, je le rappelle, c'est des élections européennes, c'est qui va prendre la tête de l'Europe. Et ça, nous sommes les seuls à gauche à pouvoir le porter. Et donc oui, évidemment, on est les cibles, mais nous, ce qui doit nous obséder, c'est ce qu'on propose. Sur le logement, sur la solidarité sociale, sur la justice fiscale, sur la transformation écologique. C'est ça qui doit être au cœur de la campagne, pas les attaques des uns et des autres. En fait, déjà, on fait une campagne heureuse. C'est-à-dire qu'on est dans l'enthousiasme et justement pas dans le dénigrement des autres. Je pense qu'ils font tous une erreur stratégique en nous attaquant tout le temps parce qu'en fait, les gens, ils veulent pas simplement avoir un jeu politicien. Ce qu'ils veulent, c'est des propositions. Et nous, on va parler d'Europe partout. On va parler de plan Marshall pour le logement social. On va parler de révolution énergétique avec le développement massif des renouvelables. Et on va dire comment on finance tout ça avec une taxation sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen. Et je crois que le fait qu'on prenne au sérieux cette élection, qu'on aille partout pour parler d'Europe, de ce que l'Europe peut faire, de ce qu'elle doit changer, eh bien ça plaît. Et donc finalement cette dynamique, c'est un peu aussi le fait qu'on respire. C'est-à-dire que pendant très longtemps à gauche, on a été coincé d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre Emmanuel Macron. Et les gens qui croient à la fois dans la solidarité, dans l'écologie, dans l'Europe et dans la démocratie, ils étaient obligés de se scinder au moment des élections. Nous, on leur dit un truc très simple. On leur dit, vous n'êtes pas obligés de vous scinder. Vous pouvez voter en accord avec vous-même. Et ça fait... Voilà, ça crée une dynamique. Alors, on ne sait pas jusqu'où elle va. Honnêtement, moi, je ne fais pas de prédiction. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans nos meetings, qu'il y a de l'enthousiasme et que, pour l'instant, eh bien, ça fonctionne. On a déjà des militantes et des militants à La Réunion. On a Christophe, qui est notre candidat sur la liste et qui est le fondateur de Place Publique ici. Et je pense qu'on va se développer. Pourquoi? Mais parce que en fait, les enjeux qu'on porte, nous, sur la citoyenneté, sur l'écologie, sur le social, eh ben, c'est des enjeux qui répondent directement aux enjeux qui sont ultra prégnants sur l'île. Donc moi, ce que je pense, c'est que par exemple, quand on parle de la vie chère, nous, on met les pieds dans le plat et on ose s'attaquer aux marges des grands distributeurs, des grands transporteurs qui sont dans une situation de monopole et qui s'enrichissent avec la vie chère. Ensuite, si on parle de réforme de la politique agricole commune, eh bien on ose aussi dire que les subventions agricoles, elles doivent changer, que ce n'est pas possible, qu'en fait on sursubventionne simplement la monoculture de la canne, mais qu'on laisse la Réunion dans une situation où quand eh bien, l'Inde cesse d'exporter, il n'y a plus d'oignons, où les tomates, le prix est multiplié par 3. Et donc il faut porter ces sujets citoyens, porter ces sujets réunionnais, et on va le faire et on va grandir ici comme ailleurs. C'est une alliance qui me paraît évidente. Je l'avais déjà choisie il y a 5 ans, à un moment où Raphaël était moins connu qu'aujourd'hui, mais j'avais fait ce pari avec lui de changer l'image de la gauche et de faire en sorte qu'on puisse aller chercher des gens qui jusqu'ici ne s'étaient jamais engagés dans la vie politique, qui en étaient parfois même très loin et qui avaient besoin d'un nouveau regard porté sur la vie politique. Et donc Raphaël en a été à la fois le héros et l'instrument, et donc
il est celui qui permet de faire venir à nous des gens très différents. Il a été pendant 5 ans un député européen très actif. Il est celui qui a mené des campagnes d'opinion qui ont fait changer la Commission européenne, qui ont fait changer le Parlement européen. Je pense par exemple à sa campagne sur les Ouïghours, qui a été ensuite une traînée de poudre dans toute l'Europe, où partout on a enfin parlé de cette minorité musulmane en Chine qui était opprimée, oppressée. Et il est celui qui a fait un rapport sur le travail forcé qui permet maintenant d'agir contre le travail forcé, faire en sorte qu'on ne soit plus tributaire de ces multinationales qui sont en réalité totalement aveugles à la façon dont on produit. Et donc, Raphaël, il s'est battu pour qu'on puisse faire en sorte que plus jamais le travail forcé ne puisse aboutir dans nos magasins, etc. Alors, il y a des réserves parce que malheureusement, le gouvernement français s'est opposé sur tout ce qui était stratégique à ce qu'on empêche au travail forcé. C'est-à-dire qu'il y a encore les panneaux photovoltaïques fabriqués par les Ouïghours, malheureusement, continueront à arriver pour l'instant sur le continent européen. Mais le combat va continuer et moi je crois en sa capacité de conviction, sa capacité à engager des combats, à les faire porter à la fois sur le plan parlementaire mais aussi dans l'opinion et donc de donner une visibilité à ces combats qui sont essentiels. On ne rentre plus là-dedans, il n'y a pas de vraie gauche, de fausse gauche, tout ça c'est vraiment des histoires de campagne. La réalité c'est qu'il y a des gens qui font et des gens qui blablatent. Et moi j'aime bien les gens qui font. Et j'aime bien quand on n'est pas simplement là pour raconter, moi je fais plus que toi, je ferai plus que toi. La réalité c'est qu'il y a des gens qui sont toujours à se complaire dans les oppositions et puis il y a des gens qui prennent le risque du pouvoir. C'est un risque le pouvoir. C'est un risque de devenir maire, de devenir président d'un département, d'une région, de devenir parlementaire ou de devenir gouvernant, surtout gouvernant. Mais il faut prendre ce risque-là. Et moi, je souhaite qu'on continue à le prendre. Et je souhaite que la gauche se rassemble et qu'elle ne soit pas en permanence en train de se perdre dans des chicayas. Moi, je n'ai qu'un seul ennemi, c'est le RN. Je n'ai qu'un seul adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et j'espère que toute la gauche sera assez intelligente pour ne pas, au lendemain des européennes, exploser en vol et donner une victoire à Marine Le Pen, dont on sait chacun d'entre nous quelles en seraient les conséquences. Et particulièrement ici, où le modèle de la Réunion, qui porte si bien son nom, cette capacité à faire vivre des gens qui ont des origines très différentes, moi-même je suis eurasien, mais ici je me sens parfaitement chez moi, je sens qu'ici personne ne regardera d'où je viens, où je vais, etc. Parce que ici vous avez su ce qu'on a appelé la créolisation, mettre en place un modèle qui est un modèle d'intégration très particulier où chacun se sent complètement chez lui. Eh bien, les premières victimes d'un gouvernement d'extrême droite, ce seraient justement ces cultures qui ont su s'hybrider les unes les autres. Et donc c'est à ça que je crois. Et moi ce que j'aimerais, c'est que tout simplement la gauche arrête de se perdre dans des querelles inutiles et secondaires et qu'elle se concentre sur le débat essentiel, le combat contre la droite et contre l'extrême droite. De quoi parle-t-on en fait? Moi je sais pas, je sais que on a eu un commissaire socialiste européen qui est celui qui a été l'auteur de ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal, qui est d'ailleurs tellement contesté par la droite et par l'extrême droite, parce que il fixe des objectifs, des règles nouvelles qui permettent d'avancer sur la question de la transition écologique. J'ai pas l'impression que ce soit très mou, ça. C'est même au contraire contesté partout par les droites, par les syndicats comme la FNSEA, etc. On a su y aller. Mais je prenais tout à l'heure l'exemple des travailleurs des plateformes. Les travailleurs des plateformes qui n'avaient aucun droit, qui étaient vraiment renvoyés au statut de tâcherons comme au XIXe siècle. Qui s'est battu pour eux? C'est Nicolas Schmit, commissaire européen, avec Raphaël Glucksmann, qui s'est battu sur le devoir de vigilance qui permet d'imposer aux multinationales la responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de production, aussi bien de la vente jusqu'à la production, jusqu'aux maillons les plus faibles. C'était le scandale du Rana Plaza au Bangladesh qui avait été à l'origine de cette nouvelle façon de concevoir les rapports. Qui est à l'origine de ça? Les socialistes. Qui est à l'origine de cette volonté de transformer la politique agricole commune qui aujourd'hui profite pour 80% de sa masse à 20% des paysans? C'est encore la gauche, et c'est encore la gauche socialiste qui porte ces combats-là. Donc je n'ai aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Moi je crois au contraire que je ne vais pas commencer à taper sur les uns, sur les autres, commencer à dire mieux, etc.
moi j'avance. Je veux qu'on avance en se posant une seule question. Comment est-ce qu'on peut être utile à nos concitoyens de la Réunion et de l'Hexagone? Comment est-ce qu'on fait pour à chaque moment se poser une seule question? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Tout le reste, c'est la politique politicienne, la poloche, comme on dit parfois, la politicaïa. Je crois que si aujourd'hui il y a tant de gens qui se sont éloignés des urnes, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'eux, mais uniquement de nos nombrils. Eh bien, le mieux qu'on ait à faire, c'est oublier le nombril et s'occuper des gens. Nous voulons une Europe qui soit une Europe à la fois plus démocratique, plus écologique et plus sociale. C'est les trois piliers sur lesquels nous fondons notre projet. Quand je dis plus démocratique, c'est bien sûr d'aller plus loin dans la démocratie dans ceux qui sont déjà dans les 27 pays européens. Et il y a des menaces qui pèsent, notamment quand l'extrême droite gouverne en Hongrie, c'est la dérégression pour le droit des femmes, c'est la régression démocratique avec des démocraties qu'on dit illibérales. Il va regarder la Pologne qui vient de se libérer de l'extrême droite et qui permet à nouveau aux femmes, enfin qui permettra bientôt à nouveau aux femmes le droit à l'IVG. Tout ça, c'est en fait des régressions qui sont possibles. Et donc, d'abord se battre dans nos frontières pour la démocratie, à l'extérieur de nos frontières, pour ne pas être aveugle sur ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe, avec l'offensive de Vladimir Poutine, qui n'a pas commencé il y a 2 ans, qui a commencé il y a 10 ans avec la Crimée, qui avait aussi combattu en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie, dans la bande sahélienne. Bref, ne pas être aveugle aux menaces qui pèsent sur nous et sur la démocratie. Une Europe plus écologique, c'est quoi tout simplement? C'est cette volonté de dire qu'il va falloir assumer une transition, la planifier, ne pas être toujours en retard. Vous êtes sur l'île de la Réunion déjà à avoir dépassé ce fameux seuil de 1,5 degré, qui est celui qui, pour la planète entière, serait considéré comme une catastrophe avec une 6e extinction de masse, c'est-à-dire tous ces animaux qui vont disparaître définitivement. Quand je demande au GIEC ce que c'est que la 6e extinction de masse, ils me disent c'est l'équivalent de l'extinction qui a vu la fin des dinosaures. Alors, les dinosaures, vous me direz, on est bien heureux qu'ils soient plus là. Mais la réalité, c'est qu'il faut voir l'ampleur que ça va prendre. Et quand la biodiversité est ici, notamment sur cette île, avec 80% de la biodiversité qui est dans notre outre-mer, dans nos outre-mer, eh bien, on se dit que là, il y a une catastrophe qui est en cours et qu'il faut absolument stopper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait en sorte de changer nos modèles à la fois agricoles, nos modèles industriels. On essaye de faire en sorte que la mondialisation ne soit pas une espèce de course-poursuite vers le toujours plus de consommation et le toujours plus d'importation. Comment est-ce qu'on produit local? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on redéveloppe une industrie non pas qu'on délocalise à l'autre bout du monde, une industrie qui est chez nous et une industrie qui permet de répondre aux grands besoins, aussi bien dans le domaine sanitaire, le médicament, comme dans le domaine industriel, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, tout ce qui va permettre cette transition avec une énergie qui soit une énergie qui soit évidemment renouvelable et qui nous permette de lutter efficacement. Et puis enfin, troisième pilier, c'est le pilier social. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec la question en fait des travailleurs des plateformes. Et pour l'instant, on s'en fout, on se dit oh les travailleurs des plateformes, c'est pas grave, ils sont noirs, ils sont pauvres, et donc on regarde pas. Heureusement qu'on s'en occupe, parce que il n'y a pas d'être humain qui ne mérite pas les droits que nous avons conquis au 19e et au 20e siècle. Mais il y a pour ceux qui croient qu'ils vont échapper à cette nouvelle économie, je leur dis attention, au début on a commencé par les livreurs et les chauffeurs de taxi. Mais demain, ce sera l'avocat, ce sera en fait celui qui fait du tourisme, celui qui est en fait dans le domaine des services, parce que tout peut passer par les plateformes et tout peut permettre de renvoyer de nouveaux monopoles. Et donc la seule façon d'éviter cette formidable régression sociale, c'est de lutter contre cette économie de plateforme. Mais plus largement, ça suppose de venir en aide sur le logement. Le logement, c'est aujourd'hui l'un des grands éléments de la vie chère. C'est souvent plus du tiers de la consommation mensuelle de nos ménages. Eh bien, il faut un grand plan d'investissement dans tout le continent européen qui permettent de rénover l'habitat, qui permettent de rénover nos écoles, qui permettent de faire en sorte que nous puissions être résilients par rapport au réchauffement et tout simplement permettre aux gens de vivre dans la dignité. Tout ça, l'Europe peut l'apporter, à la condition de lui donner des ressources propres, et c'est la raison pour laquelle nous plaidons avec Raphaël Glucksmann pour taxer les riches, taxer celles et ceux qui aujourd'hui
amassent comme jamais, profitent de toutes les crises sanitaires, géopolitiques, tout. Et à chaque fois, c'est eux qui construisent leur marge sur le malheur du monde. Eh bien, il est temps que ces gens-là payent et que ces gens-là viennent se mettre au service de la collectivité. Le président de la République a dit « je veux un réarmement civique ». Alors il ne visait pas cela, il visait ceux qui sont en bas de l'échelle en disant « toi, tu ne travailles pas, tu es donc fainéant ». Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui vivent de leur rente, il y a des gens qui vivent simplement en regardant pousser leurs tomates dans leur jardin. Eh bien, le mieux qu'on puisse faire, c'est effectivement d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Et là où il se trouve, c'est chez ceux qui ont hérité de tout, qui ont comme seul mérite d'avoir été les descendants de grandes familles. Et aujourd'hui, malheureusement, le patrimoine, c'est essentiellement par l'héritage qu'il se transmet, pas par l'effort, pas par le travail. Eh bien, moi, je souhaite qu'on puisse faire en sorte que les grandes entreprises, que les grands patrimoines, eh bien, rendent des comptes et permettent à la collectivité de mieux vivre et d'éviter les catastrophes qui sont annoncées.